En 2023, le Burkina Faso rompt brutalement avec un demi-siècle de dépendance militaire. Alors que de nombreux États africains importent encore armes et équipements, le pays engage une production locale qui bouleverse ses équilibres économiques, sécuritaires et diplomatiques, tout en exposant un pari à haut risque. Que signifie ce choix pour vous lorsque Ibrahim Traoré transforme une contrainte stratégique en levier politique assumé? Un succès change l'Afrique, un échec marque durablement. Cette analyse propose d'aller au-delà de l'annonce spectaculaire pour comprendre ce qui se joue réellement derrière la décision burkinabé de produire localement ses équipements militaires. L'enjeu pour le lecteur est clair: saisir en quelques minutes comment une politique industrielle de défense peut redessiner des rapports de force économiques, sociaux et géopolitiques. Derrière ce projet, il ne s'agit pas seulement d'usines ou de chaînes de montage, mais d'un choix structurant qui engage la souveraineté, l'emploi, la stabilité budgétaire et la crédibilité de l'État. Chaque avancée promet une réduction de la dépendance extérieure, chaque retard expose le pays à des risques politiques et financiers. L'Afrique observe attentivement car ce pari pourrait devenir un modèle reproductible ou, au contraire, un avertissement durable. Pour le Burkina Faso, les conséquences touchent autant l'armée que les foyers, les finances publiques, que la perception internationale du pays. Comprendre ces mécanismes permet d'évaluer si cette trajectoire relève d'une rupture maîtrisée ou d'un saut dans l'inconnu, et pourquoi ce choix concerne bien au-delà des frontières nationales. En moins de 2 ans, les importations militaires du Burkina Faso ont chuté de 73%, une rupture rarement observée dans un État sahélien dépendant historiquement de fournisseurs étrangers. Cette baisse spectaculaire n'est pas un simple ajustement budgétaire. Elle signale un basculement structurel de la politique de défense initiée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Avant 2023, l'armée burkinabé fonctionnait presque entièrement avec des équipements importés, exposant le pays aux retards de livraison, aux coûts élevés et aux pressions diplomatiques. Chaque fusil, chaque munition achetée à l'étranger représentait à la fois une dépense financière et une vulnérabilité stratégique. La dépendance n'était pas seulement matérielle, elle était aussi politique, limitant la marge de manœuvre de l'État dans un environnement régional instable. Le changement s'opère lorsque le pouvoir décide de transformer cette faiblesse en levier. Plutôt que de subir les contraintes du marché international, le Burkina Faso engage la création de zones industrielles de défense. Des ateliers sont installés, des ingénieurs locaux mobilisés et des technologies adaptées aux réalités nationales. La production commence modestement, mais elle s'inscrit dans une logique cumulative: apprendre, corriger, monter en cadence. Ce choix ne relève pas d'une improvisation idéologique. Il s'appuie sur un constat partagé par de nombreux acteurs locaux. Importer indéfiniment fragilise la sécurité et assèche l'économie. En internalisant une partie de la production, l'État cherche à stabiliser ses approvisionnements tout en générant des emplois qualifiés. Les premières chaînes de montage produisent des munitions, des fusils, puis des équipements plus complexes, marquant une montée en compétences progressive. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré incarne moins un symbole qu'un catalyseur. Son rôle consiste à accélérer une transition longtemps jugée irréaliste, tout en assumant les risques politiques associés. La question centrale devient alors évidente: cette accélération traduit-elle une stratégie durable ou un pari dont les effets à long terme restent incertains? Sur le terrain, la transformation industrielle ne se lie pas d'abord dans les discours officiels, mais dans des trajectoires individuelles. Dans certaines zones de production, des ateliers autrefois modestes deviennent des pôles techniques structurés,
où des équipes locales apprennent à travailler selon des standards exigeants. Ingénieurs formés à l'étranger, techniciens spécialisés et ouvriers qualifiés se retrouvent confrontés à une même contrainte: produire vite, mais produire juste. Les premiers impacts sont immédiats et mesurables à petite échelle. Des emplois stables apparaissent là où dominaient auparavant l'informel et la précarité. Pour de jeunes travailleurs, intégrer une chaîne de fabrication industrielle signifie accéder à des compétences transférables, utilisables bien au-delà du secteur militaire. Cette montée en qualification modifie progressivement le tissu économique local en créant des passerelles vers la maintenance, la logistique ou le contrôle qualité. Dans le même temps, les responsables des sites industriels doivent être composés avec une pression constante. Chaque défaut de fabrication, chaque retard est interprété comme un test de crédibilité pour l'ensemble du projet. Les équipes apprennent à corriger rapidement, à documenter les erreurs et à ajuster les processus. Cette discipline nouvelle introduit une culture d'industriel rarement enracinée auparavant à cette échelle. Les faits dépassent les murs des usines. Autour des sites de production, des activités connexes émergent, stimulant le transport, les services et l'approvisionnement local. Les familles concernées perçoivent un changement tangible: revenus plus réguliers, perspectives à moyen terme, sentiment d'utilité nationale. Le sens devient alors clair, même sans chiffres spectaculaires. Ce projet ne transforme pas seulement une capacité militaire, il reconfigure des trajectoires humaines et économiques. La question n'est plus seulement de produire, mais de savoir si cette dynamique peut s'inscrire dans la durée sans perdre sa cohérence initiale. Au départ, l'initiative paraît limitée, presque prudente. En 2023, la décision de lancer une production locale d'équipements militaires commence par des décrets et des chantiers techniques discrets. Des zones industrielles dédiées sont identifiées, des ateliers existants sont reconvertis, et les premières lignes de production sont pensées pour répondre à des besoins immédiats plutôt qu'à une ambition régionale. L'objectif initial est simple: réduire les délais d'approvisionnement et sécuriser les stocks essentiels. Très rapidement, la phase d'activation laisse place à une bascule plus visible. Les premières unités produites localement sortent des chaînes de montage, d'abord en volume modeste. Fusils, munitions, composants de drones deviennent des objets concrets, non plus importés mais assemblés sur le territoire national. Cette étape marque un changement psychologique important. L'armée ne dépend plus entièrement de livraisons extérieures, et l'État commence à reprendre le contrôle sur un maillon stratégique longtemps externalisé. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette dynamique est accélérée. Le pouvoir politique choisit de maintenir la pression malgré les contraintes techniques et financières. Les audits se multiplient, les exigences de qualité sont renforcées et les équipes sont incitées à monter en compétences plutôt qu'à chercher des solutions rapides mais fragiles. Cette période correspond au moment le plus délicat du projet, celui où chaque erreur peut remettre en cause la crédibilité de l'ensemble. La phase de bascule devient évidente lorsque les chiffres confirment la tendance. Les importations d'armement chutent fortement, libérant des ressources financières auparavant captées par des fournisseurs étrangers. Ces fonds sont partiellement réorientés vers le renforcement des capacités locales, créant un cercle vertueux encore fragile mais perceptible. Dans le même temps, l'industrie de défense commence à structurer des chaînes d'approvisionnement internes, reliant production, maintenance et distribution. Les répercussions ne tardent pas à apparaître. Sur le plan économique, l'État observe une stabilisation de certaines dépenses stratégiques et une création d'emplois directs et indirects. Sur le plan politique, le projet devient un marqueur fort de souveraineté, utilisé pour affirmer une rupture avec les pratiques passées. Cette visibilité accrue attire toutefois des regards critiques,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À ce stade, le projet change de nature. Il ne s'agit plus seulement d'une réponse à une urgence sécuritaire, mais d'une transformation structurelle assumée. Chaque succès renforce la légitimité de la stratégie. Chaque difficulté rappelle la fragilité de l'équilibre atteint. La séquence engagée montre une trajectoire claire, mais encore réversible. La question centrale devient alors celle de la consolidation. Comment transformer cette bascule initiale en un modèle durable, capable de résister aux chocs économiques, politiques et régionaux? Avant le lancement du programme, le Burkina Faso importait presque intégralement ses équipements militaires, ce qui exposait l'État à des coûts élevés, des délais imprévisibles et une dépendance financière structurelle. Après 2 ans de production locale, les importations ont reculé de 73%, signalant un changement de régime plutôt qu'un simple ajustement conjoncturel. Cette baisse ne doit pas être lue comme une économie mécanique, mais comme un transfert de valeur. Une partie des dépenses auparavant externalisées est désormais absorbée par l'appareil productif national, ce qui modifie la circulation des ressources à l'intérieur de l'économie. En d'autres termes, l'argent ne disparaît pas, il change de destination et d'effet. Dans le même mouvement, la création de plus de 12 000 emplois directs dans les unités de production et les activités connexes révèle un impact social immédiat. Ce chiffre ne renvoie pas seulement à des postes industriels, mais à un ensemble de fonctions liées à la maintenance, à la logistique et au contrôle qualité. Chaque emploi industriel agit comme un point d'ancrage, stabilisant des revenus et favorisant l'émergence de compétences techniques transférables à d'autres secteurs. L'impact dépasse donc le cadre strict de la défense pour toucher le marché du travail dans son ensemble. Et l'effet se retrouve aussi dans les finances publiques. Les recettes fiscales issues de ce secteur ont progressé de 18%, offrant à l'État une marge de manœuvre supplémentaire. Cette hausse n'est pas uniquement le résultat de volumes de production accrus, mais aussi d'une formalisation progressive des activités. En intégrant la production militaire dans le circuit fiscal national, le gouvernement transforme une dépense stratégique en source de financement partiel pour d'autres politiques publiques. Ces chiffres, pris isolément, pourraient sembler impressionnants mais insuffisants. Leur véritable portée apparaît lorsqu'ils sont mis en relation. La réduction des importations allège la pression sur les devises, la création d'emplois renforce la base productive et l'augmentation des recettes fiscales soutient l'action publique. Ensemble, ils dessinent une dynamique cohérente, encore incomplète, mais structurante. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ces indicateurs sont utilisés comme outils de pilotage plutôt que comme argument de communication. Les audits réguliers et les contrôles de performance visent à vérifier que la progression quantitative s'accompagne d'une amélioration qualitative. Les, les taux de rejet, bien qu'encore perfectibles, se rapprochent progressivement des standards observés dans des industries plus anciennes, ce qui suggère une montée en compétences réelles. Toutefois, ces preuves chiffrées ont leurs limites. Elles ne garantissent ni la durabilité du modèle, ni sa capacité à absorber des chocs externes. Une variation des coûts de matières premières, une pression diplomatique accrue ou un ralentissement économique régional pourraient fragiliser cet équilibre. Les données montrent ce qui a été accompli, non ce qui est assuré. Ainsi, les chiffres ne racontent pas une réussite définitive, mais une trajectoire en construction. Ils confirment que le pari industriel n'est pas théorique, tout en rappelant que sa consolidation dépendra de choix politiques, de rigueur technique et de constance stratégique dans les années à venir. Les objections au programme burkinabé se structurent autour de 2 arguments principaux, souvent formulés par des observateurs régionaux et internationaux. Le premier concerne la sécurité. Installer des sites de production d'armement dans un environnement sahélien instable exposerait le pays à des risques accrus, détournement, sabotage ou prolifération incontrôlée.
Selon cette lecture, multiplier les lieux de fabrication reviendrait à multiplier les vulnérabilités dans une région déjà marquée par des conflits et des trafics. La prudence commanderait donc de limiter ce type d'industrialisation stratégique. Le second argument est économique et social. Les critiques estiment que les ressources mobilisées pour l'industrie de défense pourraient être mieux employées ailleurs. Investir dans l'éducation, la santé ou les infrastructures civiles produirait, selon eux, des bénéfices plus immédiats pour la population. Dans cette perspective, l'industrie militaire est perçue comme un secteur coûteux, dépendant des financements publics, dont la rentabilité sociale reste incertaine à court terme. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux, car elles soulignent des risques réels. Toutefois, leur solidité s'affaiblit lorsqu'elles sont confrontées aux données observées. Sur le plan sécuritaire, la production locale n'a pas entraîné une augmentation mesurable de la circulation illégale d'armes dans le cadre du programme. Au contraire, la centralisation des chaînes de production et les contrôles qualité renforcés ont permis une meilleure traçabilité que celle associée aux importations fragmentées et aux fournisseurs multiples. Le risque zéro n'existe pas, mais la vulnérabilité n'est pas mécaniquement supérieure à celle d'un modèle entièrement dépendant de l'extérieur. Sur le plan économique, l'arbitrage entre défense et développement est moins binaire qu'il n'y paraît. La création de plus de 12 000 emplois directs et l'augmentation des recettes fiscales montrent que l'industrie de défense agit comme un moteur partiel de croissance. Les compétences techniques développées dans ces usines irriguent déjà d'autres secteurs industriels, ce qui relativise l'idée d'un investissement à somme nulle. En définitive, les critiques pointent des dangers plausibles, mais elles sous-estiment l'effet structurant d'une souveraineté industrielle encadrée. Le débat ne porte donc pas sur le principe du projet, mais sur sa gouvernance, sa transparence et sa capacité à rester discipliné face aux pressions politiques et économiques. Le centre de gravité se déplace. Jusqu'ici, l'initiative burkinabé pouvait être lue comme une réponse industrielle à une urgence sécuritaire. À mi-parcours, une autre lecture s'impose. Le projet agit désormais comme un instrument de pouvoir interne et externe. En structurant une filière locale, l'État ne se contente pas de produire des équipements. Il redéfinit qui décide, qui contrôle et qui bénéficie des choix stratégiques. Ce déplacement est décisif. Les chaînes d'approvisionnement internes, les audits et la formation continue créent une dépendance nouvelle, non plus envers l'extérieur, mais entre institutions nationales. Cette interdépendance renforce la capacité de coordination de l'État et réduit les marges d'arbitrage informel. Le projet devient alors un levier de discipline administrative autant qu'un outil industriel. Sous Ibrahim Traoré, cette mutation est assumée. La production locale sert à aligner objectifs sécuritaires, économiques et politiques dans un même cadre opérationnel. Le résultat est moins spectaculaire que l'annonce initiale, mais plus structurant. Il ne s'agit plus de prouver que le pays peut produire, mais de montrer qu'il peut gouverner une industrie sensible sans perdre le contrôle. À ce stade, le débat change de nature. La réussite ne se mesure plus seulement en volume ou en économie, mais en capacité à maintenir des règles, à absorber des tensions et à arbitrer sans rupture. Cette révélation médiane reconfigure l'ensemble du récit. Le pari n'est plus technique, il est institutionnel. Pour l'État burkinabé, la réduction de la dépendance aux importations militaires modifie la gestion budgétaire et la planification stratégique. Les arbitrages ne se font plus uniquement en fonction des délais et des prix imposés de l'extérieur, mais selon des capacités internes mesurables. Cette évolution renforce la prévisibilité de l'action publique et améliore la cohérence entre objectifs sécuritaires et politiques économiques.
Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette capacité de pilotage devient un élément central de la souveraineté revendiquée, car elle réduit l'exposition aux pressions diplomatiques liées aux approvisionnements. Pour les entreprises locales, l'impact est plus progressif mais tout aussi structurant. Les unités de production militaire servent de noyaux autour desquels se développent des activités annexes: maintenance, transport spécialisé, fourniture de composants et services techniques. Ces entreprises ne dépendent pas uniquement de commandes ponctuelles, mais s'inscrivent dans des cycles de production plus réguliers. Cette stabilité relative favorise l'investissement, la formation et l'émergence de standards industriels qui dépassent le seul secteur de la défense. Du point de vue des citoyens, les effets sont indirects mais tangibles. Les emplois créés apportent des revenus plus stables à des milliers de familles, réduisant la précarité dans certaines zones urbaines et périurbaines. Les compétences acquises dans les ateliers renforcent l'employabilité des jeunes travailleurs, y compris en dehors du champ militaire. À plus long terme, l'augmentation des recettes fiscales liées à cette industrie permet de soutenir des services publics essentiels, même si cet effet reste encore partiel et dépendant de la continuité du projet. À l'échelle régionale, la dynamique burkinabé est observée avec attention. Pour les pays voisins, elle représente à la fois une opportunité et une source de questionnement. Opportunité, car elle ouvre la voie à des partenariats techniques et industriels susceptibles de réduire une dépendance collective aux fournisseurs extérieurs. Questionnement, car elle modifie les équilibres traditionnels et suscite des interrogations sur la circulation des équipements dans un espace déjà fragile. La crédibilité du modèle dépend donc de la capacité du Burkina Faso à encadrer strictement sa production et à coopérer de manière transparente. Ces conséquences montrent que le projet ne produit pas un effet uniforme. Chaque groupe, État, entreprise, citoyen et région en perçoit des bénéfices spécifiques mais aussi des limites. La réussite ne réside pas dans un gain spectaculaire unique, mais dans l'addition de transformations concrètes et cohérentes. À ce stade, l'initiative apparaît moins comme un coup politique que comme une recomposition progressive des rapports économiques et stratégiques, dont la solidité dépendra de la constance des choix opérés. Pour la suite, plusieurs trajectoires se dessinent. Dans un scénario de continuité maîtrisée, la production locale continue d'augmenter à un rythme compatible avec les capacités techniques existantes. Les, les sites industriels consolident leurs processus, les taux de défaut diminuent lentement et les importations poursuivent leur recul sans disparaître totalement. Dans cette configuration, l'État privilégie la stabilité. Il sécurise l'existant, renforce les contrôles et évite toute expansion précipitée. Le bénéfice principal réside dans la prévisibilité, au prix d'une montée en puissance plus lente et d'un impact régional limité. Un autre scénario, plus ambitieux, imagine une accélération contrôlée. Les unités de production atteignent un seuil de maturité suffisant pour répondre non seulement aux besoins nationaux, mais aussi à des demandes régionales ciblées, notamment en matière de maintenance et de services techniques. Les partenariats industriels se multiplient, la formation s'intensifie et la filière gagne en crédibilité. Ce scénario suppose une gouvernance rigoureuse et une transparence renforcée afin d'éviter les dérives. S'il se concrétise, il positionne le Burkina Faso comme un acteur industriel reconnu, capable d'influencer les équilibres régionaux sans dépendre exclusivement de fournisseurs extérieurs. Enfin, un scénario plus contraint repose sur l'hypothèse de chocs externes ou internes qui ralentissent la dynamique engagée. Pression diplomatique, contraintes budgétaires ou difficultés techniques persistantes limitent l'expansion des sites de production. La priorité devient alors la survie du dispositif plutôt que son développement. Les importations repartent partiellement à la hausse et l'industrie locale fonctionne en dessous de son potentiel.
Dans ce cas, le projet conserve une valeur symbolique mais perd une partie de sa portée transformative. Ces trajectoires ne sont pas exclusives. Elles peuvent se succéder ou se combiner selon les décisions prises et les contraintes rencontrées. L'enjeu central n'est pas de prédire laquelle s'imposera, mais d'identifier les leviers d'adaptation. Une lecture utile consiste à raisonner en termes de conditions. Si la discipline institutionnelle se maintient, la continuité devient crédible. Si l'investissement humain et technique s'intensifie, l'accélération devient possible. Si les tensions s'aggravent, la contraction devient probable. Dans tous les cas, la période à venir agira comme un test de cohérence. Elle révélera si le projet peut évoluer sans se renier ou s'il reste dépendant de circonstances favorables plus que d'une structure solidement ancrée. Au-delà des considérations industrielles et géopolitiques, ce projet touche des réalités qui dépassent le cadre burkinabé. Pour le spectateur, la question n'est pas seulement de savoir si une usine fonctionne, mais de comprendre comment des choix publics structurants influencent durablement la vie collective. La production locale d'équipements militaires illustre un mécanisme plus large. Lorsqu'un État décide d'internaliser une fonction stratégique, il redéfinit les priorités, les compétences valorisées et les attentes sociales. Pour les citoyens ordinaires, même éloignés du secteur de la défense, les effets sont lisibles. Des emplois industriels stabilisent des revenus, des formations techniques créent des trajectoires professionnelles nouvelles et des recettes fiscales supplémentaires permettent de soutenir des services publics. Ces dynamiques montrent comment une décision initialement perçue comme spécialisée peut irriguer l'ensemble de l'économie et modifier les équilibres sociaux. Pour les entrepreneurs et les acteurs économiques, l'exemple burkinabé pose une question centrale. Jusqu'où un marché intérieur peut-il devenir un moteur d'innovation et de structuration industrielle? Les chaînes de production locales démontrent que la montée en compétences ne dépend pas uniquement du capital financier, mais aussi de la constance politique et de la clarté des règles. Enfin, pour les décideurs publics ou les observateurs internationaux, ce cas invite à réfléchir à la notion de souveraineté concrète. Il ne s'agit pas d'un slogan, mais d'un enchaînement de choix mesurables, parfois coûteux, dont les bénéfices apparaissent progressivement. Chaque chaque étape exige des arbitrages entre efficacité immédiate et construction de long terme. En ce sens, l'expérience du Burkina Faso agit comme un miroir. Elle interroge la capacité de toute société à accepter des transitions exigeantes pour réduire sa dépendance. Le spectateur est alors invité à se demander non pas si ce modèle est universel, mais quels principes, discipline, investissement humain, cohérence stratégique pourraient être transposés à d'autres contextes. Pour que cette trajectoire se consolide, une séquence d'actions clairement ordonnée s'impose. Il devient d'abord essentiel de renforcer le pilotage avec des audits réguliers, des indicateurs publics de performance et une chaîne de décision lisible entre autorités civiles, responsables industriels et forces utilisatrices. L'objectif n'est pas d'accélérer à tout prix, mais de garantir la traçabilité, la qualité et la conformité sur l'ensemble du cycle de production. Il faut ensuite investir durablement dans le capital humain. Les formations techniques doivent être continues, certifiantes et adaptées aux réalités locales. Ingénieurs, techniciens et opérateurs gagnent à évoluer dans des parcours progressifs combinant production, maintenance et contrôle qualité. Cette montée en compétences conditionne la baisse des taux de rejet et la capacité à absorber des technologies plus complexes. Dans la même logique, sécuriser les infrastructures et les flux devient indispensable. La protection des sites, la logistique interne et la gestion des stocks exigent des procédures strictes et vérifiables. La sécurité n'est pas seulement physique, elle est aussi organisationnelle, fondée sur la séparation des fonctions, la documentation et la responsabilité individuelle.
Et pour élargir l'écosystème sans perdre la maîtrise, des partenariats encadrés peuvent jouer un rôle clé. Des coopérations régionales et techniques peuvent en renforcer l'apprentissage et la standardisation, à condition d'être contractuelles, transparentes et alignées avec les objectifs nationaux. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route vise une cohérence d'ensemble. Chacune de ces étapes doit être mesurée par des critères simples: délai respecté, qualité vérifiée, coût maîtrisé. La réussite ne dépend pas d'une annonce unique, mais de la répétition disciplinée de décisions modestes et vérifiables. C'est cette rigueur, plus que l'ampleur des investissements, qui déterminera la capacité du modèle à durer et à inspirer au-delà du cadre national. Dans les ateliers évoqués plus tôt, le bruit des machines n'a plus la même signification. Il ne marque plus seulement une production technique, mais le temps long d'une transformation assumée. Les trajectoires individuelles croisées au début du récit prennent ici tout leur sens: apprentissage progressif, erreurs corrigées, routine consolidée. Ce sont ces gestes répétés, plus que les annonces politiques, qui donnent une réalité tangible au projet. Avec le recul, la démarche engagée sous Ibrahim Traoré apparaît moins comme un acte de rupture spectaculaire que comme une construction patiente. Chaque fusil assemblé localement, chaque procédure standardisée, chaque compétence transmise contribue à déplacer le centre de gravité du pays. La souveraineté n'est plus une abstraction, elle devient une somme de décisions concrètes et vérifiables. Ce chemin reste fragile. Il dépend de la discipline collective, de la capacité à résister aux raccourcis et de l'acceptation d'un apprentissage parfois lent. Mais il offre aussi une leçon plus large. Transformer une dépendance historique exige autant de rigueur quotidienne que de volonté politique. La souveraineté se construit, elle ne s'improvise pas. En revenant à ces visages et à ces lieux, le récit se referme sur une certitude mesurée: ce qui est en jeu dépasse une industrie ou un secteur. Il s'agit de savoir si un pays peut tenir dans la durée le cap qu'il s'est fixé, sans renoncer à ses exigences initiales ni à la cohérence de son projet. L'expérience burkinabé invite à dépasser le commentaire immédiat pour entrer dans une réflexion plus large sur la manière dont les sociétés construisent leur autonomie. Produire localement des équipements militaires n'est ni une recette universelle, ni une garantie de succès automatique. C'est un choix contextuel, façonné par des contraintes historiques, économiques et politiques précises. Pourtant, il révèle un principe plus général: la souveraineté prend forme lorsque des décisions difficiles sont maintenues dans le temps, malgré les coûts et les incertitudes. Pour le public, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter ce modèle, mais d'en observer les mécanismes. Quels compromis sont acceptés? Quelles règles sont respectées? Quelles institutions sont renforcées ou mises à l'épreuve? Ces questions dépassent le cas du Burkina Faso et peuvent s'appliquer à d'autres secteurs, d'autres pays, d'autres trajectoires de développement. En suivant cette initiative, chacun peut interroger sa propre relation à la dépendance, qu'elle soit économique, technologique ou politique. La réflexion ne s'arrête pas à un bilan chiffré ou à une figure politique donnée. Elle ouvre un débat plus vaste sur ce que signifie construire durablement sa capacité d'action collective. À votre avis, quelles conditions rendent une souveraineté réellement durable aujourd'hui?